Je vous ai pas vu checker vos bodies comme à l'Elysée, je suis assez déçu. On va pas se mentir. Bonjour! Est-ce que ça sature, moi, quand je fais un bonjour à la Jean Massier? Bonjour! Ah oui, ça sature un peu, en fait. Et bonjour, comment ça va? J'ai pas fait de paroles de chanson ce matin pour commencer, parce que je me suis dit qu'il est important de ne pas s'enfermer dans une routine de façon purement routinière, et qui ne crée pas de créativité. Et un grand merci à Monsieur Perceval, 44, qui nous vient de la région du 44, du coup, qui vient de Resub. Calmez-vous, Monsieur Nocard, je ne me calmerai pas, Monsieur Perceval. Ouais, quelle indignité, comment ça, quelle indignité? Bah comme Usul, oui, c'est aussi pour ça que j'arrête. Et un grand merci à Charles Maurice qui a également resub ce matin, 5e mois consécutif, 6e mois d'affilée, pardon. Tous les deux, ils se tirent la bourre finalement. Et bonjour Zoldru, merci pour cette référence musicale, intellectuelle et culturelle dès le matin. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? C'est ça la vraie question. C'est ça la question que les Français se posent. C'est est-ce que la communauté d'Acropolis a passé un bon week-end finalement? Dans ce temps-là, je vais prendre ma cafetière habituelle hein, finalement et presser mon café du coup. Bah alors on n'a pas un nouvel emote Acropolis 6 du coup. Écoute, Perceval, c'est dans les tuyaux. Ça viendra. Hein. Mais qui peut le plus, peut le moins, finalement. Hein, ah non, c'est l'inverse, du coup. Bref, ça viendra. Ok, techniquement, j'ai 40 minutes pour me lever, m'habiller, me brosser les dents, faire la même aux gamins, les amener à l'école, revenir, allumer l'ordi, boire un café, relire mon doc. T'es large, Nibal, hein, t'es large. Au pire, oublie tes gamins, hein. C'est pas important. C'est pas comme c'était le sujet de ta chronique. Spoiler. Ça va, je me suis levé il y a 10 minutes en sursaut pour faire les résultats de Erdogan, mais une gentille personne a mis les résultats. Un grand merci à la gentille personne. Excellent week-end pour Anna Yeye. Anan Yeye, pardon. Je te remercie Nibal01, je te remercie. Pour avoir mis les résultats d'Erdogan. Hein. Enfin les résultats. Grosse polémique évidemment. T'as fait exprès de mettre un acronyme pareil, Sylvain. Quel acronyme? J'ai fait un acronyme, moi? Nibal, tu files t'occuper de tes enfants, s'il te plaît. Ah oui, ok, comme un lundi. Très bien. Formidable. Non, c'est à cause de Seine-les-Marts. Peut-on parler d'acronyme du cul? Vous êtes chaud dès le matin. Voilà, hein, bon. Je vais me servir un café. Puis après, on va passer à la météo, hein, si ça ne vous dérange pas, plutôt que d'acronymiser. Bref. Vous avez compris. Je vous propose déjà de remercier chaleureusement Perceval une deuxième fois déjà ce matin, alors qu'il est 8h03 et 55 secondes, pour cette superbe tasse. Je ne le remercierai jamais assez. Salut Frigonomiche. Votez pour moi, mangez des pommes. Voilà. La politique dès le lundi matin, c'est de la merde, c'est l'Acropolis qui le dit. Absolument. Trop tôt pour la politique. Nibal, tu files t'occuper de tes enfants. Ok. C'est insupportable ça, oh. Alors, générique météo. Ah bah non, il n'y a pas encore de générique. Alors, passons en scène de petit déjeuner. Et hop, on va préparer le logo qui va bien. Je suis en train de me rappeler que j'ai failli à ma mission de refaire les émotes pour les subs. Je n'ai rien dit. Tu remarqueras que je n'ai rien dit. Je ne t'ai pas balancé, Zoldru. Je ne dirais pas que c'est de ta faute. Devant le peuple entier. Et je vais éternuer. Je suis désolé par avance du bruit que cela va procurer. Je pense que je vais mute mon micro à l'occasion. J'ai failli cliquer à côté, c'est... voilà. Terrible. Alors, est-ce que j'affiche la météo? Oui. Voilà. Spoiler, il va faire beau pendant 15 jours. Les températures vont monter pendant toute la semaine. Voilà, c'était la météo. Merci de nous avoir suivis. Je vais rendre l'antenne désormais. Et je vous remercie d'avoir tous été présents. À bientôt.
Ouais, je sais, l'humour du lundi matin, c'est compliqué. Du soleil partout. Ouais, ouais, du soleil partout, oui, ça va toute la semaine. C'est assez improbable par rapport au temps qu'on a connu dernière semaine. Là, les températures vont monter jusqu'à 29 degrés du côté de Bordeaux. De 30, pardon. 30 du côté de l'Occitanie, du côté de... C'est Avignon, ça? Je suis toujours aussi mauvais en géographie. Hein. Encore des coups de soleil, des migraines ophtalmiques. Ah. Bon, en même temps, il fera pas si chaud que ça. En Bretagne, il fera que 25. Voilà, il va faire beau, je sais pas quoi dire de plus. Quelques nuages éparses sur les Alpes et les Pyrénées, la Corse et une partie des Hauts-de-France et du Grand Est. C'est pas une carte très palpitante à commenter, hein, j'en suis navré. Et salut la pince à linge. Demain il fera beau. Avec des températures qui seront à 30 degrés. Et merci pour le resub Exodus. Je pense que c'est l'anniversaire du lancement du partenariat Twitch. Et que les historiques sont en train de resub. Incroyable. Alors toujours une pointe à 30 degrés. Ah non, 31 degrés, pardon, excusez-moi. Du côté de Bordeaux notamment. Et c'est quoi ici? Charente-Maritime, La Rochelle. Très bien. Ah, ça va monter jusqu'à 33 du côté de l'Épar-Médoc. Et de Pugnac. Charmante bourgade. Bonjour la radio acropolienne. Vous êtes sur Acropolis FM? La radio. C'est matinal Acropolis absolument, et c'est tous les lundis matins, mon cher lapin à linge. 25 c'est chaud, et ben 27 ce sera encore plus chaud, mon cher Charles Maurice. Et c'est pas fini, puisque mercredi, il fera beau. Dès le matin, il fera déjà 26 degrés en Bretagne, 31 degrés du côté de Montpellier. Regardez le bourguignon qui exulte que Bordeaux prenne un coup de chaud histoire d'achever les vignes qui ont déjà pris un coup de gel. On peut pas comparer, c'est pas le même niveau, c'est comme si un club de Ligue 1 se réjouissait de la défaite d'un club de Ligue 2, ça n'a aucun sens. Et puis je pense qu'il va faire chaud en Bourgogne en plus. Ah! Encore oublié de cacher mes messages. Excusez-moi, c'est important, c'est pour mon déjeuner. Et le déjeuner, c'est important comme vous le sachez. Hop, bonjour Raven, bonjour Tché. Bonjour les gens qui se réveillent, bon réveil à tous, bon matin, comme on dit. Hein. Le mercredi après-midi sera moins chaud, visiblement, que le mardi, sauf que les températures sont moins détaillées, donc forcément c'est pas aussi précis. Notez quelques risques d'intempéries, de rares averses prévues du côté de Biarritz et des Pyrénées. Voilà, le reste de la semaine, de la journée, du pays est couvert sous un tapis jaune de soleil. Et de l'orage du côté de la Corse, parce qu'il fait chaud. Corse dont on reparlera dans quelques instants dans l'actualité nationale. Vendredi, il fait toujours beau et chaud. Voilà, 29 degrés du côté de Jondy, comme on dit. Jondy, Dijon, vous l'avez. C'est une astuce. Samedi, il fera beau, avec des températures très élevées. Du coup, on sera dès le matin autour de 30-32 degrés. Ça va chauffer dans les chaumières. Voilà. Et dimanche, des orages sur la côte ouest qui vont arriver, notamment la Bretagne, et qui vont rester sur l'ouest et sur la Bretagne. Voilà. Bravo les Bretons, on les embrasse. Lundi, orage généralisé. Ah, j'aurais donc menti en début d'émission. Par contre, ça monte jusqu'à 34 degrés, tu m'étonnes qu'il y ait des orages. Mardi, des orages, sauf sur le pourtour méditerranéen, évidemment. Mercredi, ça va se calmer un peu, avec des averses éparses sur l'ensemble du pays. Une alternance pluie-soleil, finalement. Jeudi, pareil. Vendredi, pareil, mais moins d'averses. Samedi, de moins en moins d'averses, et dimanche, quasiment grand beau temps, sauf sur les hauteurs, ouais, c'est plus ou moins le massif central, là, à peu près, environ, et sur l'Alsace, mais il y a des altitudes et hauteurs dans l'Alsace, c'est pour ça.
Voilà, à 8h10, nous avons donc terminé la météo. C'était assez rapide, hein. Bon, j'ai pas détaillé le fait qu'il fasse chaud, beau, que ce soit l'été finalement, l'été où il fait chaud, il fait beau, sous les tropiques, sous les cocotiers, dans le cœur des gens. Ah bon, il y a des montagnes en Alsace, absolument, il y a les Vosges, mon cher Kylian, bienvenue dans ta région. T'as le temps de faire les dum-tums du coup, ça serait bien, ça serait bien. Est-ce qu'il y a quelque part... J'avoue ne pas avoir pris du temps pour regarder les dum-tums et trouver un site qui soit bien fait. Bon, on va essayer de faire comme ça. On passera pas par Météo France, désolé. Alors c'est la Saint-Prosper aujourd'hui, tiens. Embrassez les prospères que vous connaissez. Alors, pour les franciliens égocentrés, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut que... Ah, tu veux la météo parisienne, ok. Alors non, par contre, tu l'as déjà eu. Au niveau des dom-toms, il fera couvert sur la Réunion aujourd'hui avec des températures situées entre 23 et 26 degrés. La Martinique sera sous les averses, entre 27 et 29 degrés. La Guadeloupe sera sera plutôt du côté de la Réunion. Pas géographiquement évidemment, parce que ça n'aura aucun sens, mais en termes de température, avec des passages nuageux assez présents, et avec une température de 31 degrés. La Polynésie française, où il fera beau comme d'habitude, avec du soleil, quelques nuages, mais qui ne masqueront pas l'ambiance de beau temps qui sera ressentie par les Polynésiens. La Guyane sera sous les averses. C'est des averses ou des orages? Sous un ciel noir en fait, avec 28 degrés au thermomètre. Et enfin la Nouvelle-Calédonie, des nuages sur l'île principale et du soleil sur les petites îles alentours, avec 23 degrés au thermomètre, donné actualisé à 4h ce matin. Demain, à peu près la même chose, avec plus de soleil sur la Réunion, ainsi que sur la Guadeloupe, mais pas tant que ça non plus. Pour le reste, c'est assez similaire finalement. Très important, mercredi, ce sera la Saint-Fernand. Embrassez les Fernands pour moi, c'est important. On les souligne pas assez, on les embrasse pas assez, les Fernands. La Polynésie française qui, sur Bora Bora, connaîtra des nuages noirs, et c'est assez rare. Donc parlons-en. Pareil, la Nouvelle-Calédonie, ça va se couvrir mercredi. Sortez donc vos parapluies, et la Martinique sera coupée en deux. D'un côté des nuages épars et de l'autre côté des nuages bien présents. Voilà, jeudi, de la pluie sur la Réunion, des gros nuages noirs sur la Nouvelle-Calédonie, et la Polynésie française coupée en deux. Hein, terrible. Vendredi, le soleil est de retour sur la Polynésie. Quelques rayons de soleil du côté de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Mais pour le reste, on est sur une constante nuage noir en Nouvelle-Calédonie. La Réunion, ça s'éclaircit. Donc c'est plutôt sympathique. Et après, le retour de la saison cyclonique. Ah, ça va être sympa, ça. Alors, le week-end, alors qu'il est 8h14, des nuages noirs sur la Polynésie, côté de Bora Bora. Alors que dans le reste... Alors, la Guyane, c'est vraiment toute la semaine un temps de merde, hein, clairement. Désolé s'il y a des Guyanais qui nous regardent. Bon courage. Voilà, que dire de plus, ça continue, hein, encore et encore, c'est que le début. D'accord. Ah, des averses sur la Guadeloupe et des orages sur la Martinique, prévus pour dimanche. C'est certainement ça le début de la saison cyclonique dont nous parle Charles Maurice. Et la Nouvelle-Calédonie sera concernée également par des intempéries, certainement, si j'arrive bien à regarder, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Pas mal pour l'outre-mer en fait, même s'il n'y a pas l'intégralité de tous les territoires d'outre-mer. Ça donne un aperçu d'ambiance, de la situation actuelle. Voilà, il est 8h15, je vous propose de passer sans aucune transition, parce que les transitions, c'est surfait, à l'actualité du jour. Juste après, un petit café. Juste après, la réponse au message qui fixe le lieu de mon déjeuner. Hop,
hop. Alors, l'équipe de rédaction a travaillé d'arrache-pied. Oui, c'est bien ça, d'arrache-pied dès hier pour vous préparer une matinale aux petits oignons. Et nous avons sélectionné 3 sujets d'actualité nationale, 3 sujets d'actualité internationale. Et je n'ai pas bu mon café. Et je remercie donc pour le café, non, rien à voir. Bonjour Célane. Et je remercie donc pour cette préparation Kylian, notre reporter de l'extrême, qui a rédigé des lignes et des lignes et des lignes de texte pour vous proposer du contenu, pour vous proposer de l'actualité de qualité dès le matin. Je remercierai Nibal ultérieurement, je remercierai Emu ultérieurement. Voilà. Et donc, café avant le cri d'alarme lancé par 1350 médecins par une lettre à Édouard Philippe. Café qui est absolument dégueulasse ce matin. Voilà, félicitations. Vous êtes ravis de l'apprendre, je pense. Alors, dans un courrier du 15 juin, c'est-à-dire il y a environ 10 jours, à peu près, 175 signataires médecins hospitaliers ou libéraux de différentes régions de France ont demandé à être reçus par le Premier ministre suite à une précédente requête à l'intention d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui restait sans réponse depuis septembre 2007. Ça commence à faire beaucoup. Ces signataires disent représenter les plus de 1350 confrères et consoeurs qui avaient signé la précédente lettre à la ministre de la Santé. Si nous faisons appel à vous de façon pressante, c'est parce que nous ne pouvons plus actuellement remplir notre mission de service public. Écrivent les médecins à Édouard Philippe, nous vous alertons sur une mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Mise en danger de la population qui s'adresse à nous et mise en danger des professionnels qui doivent accomplir cette tâche sans en avoir les moyens, poursuivent-ils. Les décès médiatisés survenus récemment ne sont pas des faits isolés, mais des signes patents de la dégradation nationale des services hospitaliers, estime-t-il, appelant à réinjecter au plus vite dans le système de santé les moyens indispensables. Faisant référence notamment au scandale du SAMU survenu en décembre 2017 à Strasbourg, ayant occasionné la mort d'une jeune fille en détresse. Il s'agit de stopper immédiatement toute fermeture de lit, suppression de postes soignants et d'embaucher du personnel formé ou à former au plus vite. Je me rends compte que j'ai oublié de vous partager le lien du Framapad. Il coûtera certainement très cher. Pardon. Il coûtera certainement très cher, trop cher de laisser poursuivre la dégradation exponentielle du service public hospitalier, aussi bien en tant que souffrance physique et psychique que financièrement, conclut-il. À cette heure, aucune réaction ou réponse de la part du Premier ministre ou de ses collaborateurs. La situation dans les hôpitaux qui continue de se dégrader, on en parle presque toutes les semaines dans les QAG. Les fameuses questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Tiens, il y a peut-être la Guadeloupe qui va repartir en coup. Je vois passer des flyers pour des meetings de mobilisation lancés par tout un tas d'assauts et de syndicats pour demander un droit à la vie. Rapport aux manifestations sur les IVG ? Sur les IVG, sur l'IVG ? Bonjour Yuki. Nous on ne t'oublie jamais, voyons. Il est 8h19. Bienvenue sur ce stream. Voilà, que dire sur les hôpitaux à part que c'est compliqué, il manque de moyens. Ils font appel à nouveau au gouvernement. Le gouvernement n'a pas encore répondu. À suivre évidemment dans les prochaines semaines. Un rapport au Sargasses, à la situation économique, au fait que les Antilles ne perdent pas une occasion de râler. Oui, mais les Antilles qui perdent pas une occasion de râler, j'ai envie de dire que c'est des Français, quoi, finalement. Ils perdent pas une occasion de râler. Ça me semble être un syndrome assez national, finalement. Moi, le premier, qu'on s'entende bien. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Du coup, ils se sont pas foulés pour le slogan « Le droit à la vie », rien que ça. Alors, pour le coup, il y a une grosse ambiguïté sur le droit à la vie. Surtout avec les débats bioéthiques qui vont arriver autour de la PMA, dont je vous reparlerai tout à l'heure, notamment avec ce petit document. Mais pas de spoil. Alors, hop, mon déjeuner aura lieu à 13h, voilà, vous êtes content de le savoir. Avec un ami que je vois une fois par an. Important.
Deuxième actualité, la crise entre le président de l'Assemblée corse et le Premier ministre. Dimanche, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, je vous avais dit qu'on allait parler de la Corse, publié sur Twitter une lettre ouverte adressée au Premier ministre Édouard Philippe. Il explique pourquoi il refuse l'invitation du Premier ministre de le rencontrer le 2 juillet à Paris. Le chef du pouvoir législatif corse commence sa lettre critiquant l'attitude du gouvernement lors des réunions organisées depuis le début de l'année. Vous n'êtes pas sans connaître l'appréciation extrêmement négative de notre majorité s'agissant du résultat des réunions organisées depuis le début de l'année entre votre gouvernement et les élus corses. Notre profonde conviction est que nos différentes demandes ont été traitées par le mépris et que Paris a fait ce qu'il avait décidé de faire avant même l'ouverture des débats, écrit Jean-Guy Talamoni. L'élu ajoute s'être renseigné sur l'objet de l'invitation des réceptions de celle-ci. Il me fut répondu en quelques mots qu'il s'agissait de conclure le cycle de rencontres de ces derniers mois. J'en déduis que l'on me demande d'avaliser par ma présence le résultat d'un faux dialogue et de consentir à voir mépriser l'institution légitime des Corses. Celui-ci avait refusé de rencontrer plusieurs ministres en déplacement sur l'île pour ne pas tromper l'opinion corse, en lui donnant l'impression qu'un véritable dialogue était en cours, alors que ces visites sans contenu avaient un caractère purement protocolaire, pour ne pas dire fictif. Son courrier se termine en assurant Édouard Philippe de sa haute considération pour sa personne et pour le peuple qu'il représente, non pour la politique qu'il met en œuvre. Voilà. La Corse qui demande la co-officialité française. Corse et plus d'autonomie politique et financière. Alors qu'il y a un débat sur la fin de vie dans le chat, c'est intéressant. Voilà, la tension entre la Corse et le gouvernement. Co-officialité, c'est la mise en avant de la langue corse au même niveau que le français. Merci Kylian. Des tensions, j'ai envie de dire, habituelles entre la Corse et le gouvernement français. On se souvient qu'il y avait Jacqueline Gouraud, la ministre qui est rattachée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Collomb. Donc Madame Jacqueline Gouraud, du coup, si je dis Monsieur, il faut que je dise Madame. Qui était censé gérer les relations et le dossier corse, et visiblement, le président de l'Assemblée corse, Jean-Guy Talamoni, n'a pas l'air tout à fait ravi de ces discussions. Il tient à peu près le même discours que les syndicats de la SNCF suite aux discussions entre le gouvernement et la SNCF. Alors qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est un jeu de communication? Est-ce que c'est un jeu de pression médiatique? Ou est-ce qu'il y a une réalité de mépris, de déni de construction? Comment pourrait-on dire? D'absence de dialogue? Nous ne le saurons pas pour le moment. Donc examen en Corse aussi. Ah bah du coup, si la langue corse est au même niveau que le français, oui. Donc voilà, c'est le bordel en Corse, pour changer. Compliqué le dossier corse, il y a énormément d'enjeux qu'on ne maîtrise pas forcément, notamment des enjeux maritimes, culturels, touristiques. Économiquement, la Corse qui n'est pas viable à elle toute seule parce qu'elle dépend beaucoup des importations, mais culturellement, c'est un territoire qui a une histoire très particulière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous connaissez bien le sujet corse. N'hésitez pas à en parler, parce que c'est important. En parlant de territoires différents de la métropole française, du territoire français, parlons de l'Alsace, avec le refus du département du Haut-Rhin de signer le contrat financier avec l'État. Voilà, c'est une petite pique gratuite vers l'Alsace, évidemment, vous m'avez compris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme disent les stand-uppers, je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, il y a des grosses tensions entre les départements, notamment l'association des départements de France et l'État, au niveau de la gestion des dépenses de départements, d'une part, et les aides que l'État verse à ces départements, d'autre part. Et du coup, on a le Haut-Rhin,
Vendredi 22 juin, le conseil départemental du Haut-Rhin a refusé à l'unanimité de signer le contrat financier avec l'État. Ce contrat devant limiter à 1,2% la hausse des dépenses réelles annuelles du budget de fonctionnement des collectivités. La région Grand Est l'ayant signé sans grand enthousiasme. C'est un contrat qui a été proposé à toutes les collectivités, que ce soit les régions, les départements, les communautés de communes, enfin les intercommunalités, les communes, etc. etc. Et c'est une condition sine qua non à la non-baisse, je crois, des comment ça s'appelle? Ah, des aides de l'État. Comment ça s'appelle pour les collectivités? Ce sont les... Le mot me manque, formidable. De fonctionnement. Les subventions de fonctionnement, non, c'est pas ça. Dotation. Merci Charles Maurice. C'est marqué plus bas. Du coup, je vais lire le texte et a priori, ce sera plus clair. Alors, regarde ton chat, mais je le regarde. Et justement, j'attendais que vous le soit marqué avant de... Bref. La présidente du conseil départemental, Brigitte, prononcez le nom de famille comme ça. Klinkert. Brigitte Klinkert l'avait annoncé début de semaine, excusez-moi madame. Ces choses faites, celle-ci déclare « Je ne pense pas que nous ayons besoin d'être incités à la bonne gestion des deniers publics par des processus plus ou moins volontaires », estime la présidente qui parle d'une prétendue contractualisation. Dans une république dite décentralisée, un vrai contrat entre l'État et les collectivités locales devrait porter sur des projets, sur des perspectives d'avenir partagées. Un tel contrat devrait s'avérer gagnant pour les deux signataires, révèle Brigitte Klinkert, en rappelant que malgré nos efforts de gestion, certaines hausses subies par le département sont du seul fait du national. La vice-présidente chargée des finances a développé un argumentaire chiffré rappelant qu'un département ne peut pas être comparé à une région ou une intercommunalité. En effet, le plafonnement à 1,2% de la hausse des dépenses réelles de fonctionnement conduit en 2018 à une enveloppe de 556,6 millions d'euros, alors que la projection établie pour 2019 s'élèverait à 563,3 millions d'euros. En gros, les projections, ce qu'ils attendent, ils ont calculé, a priori, en 2019, on sera sur 563,3 millions d'euros de dépenses par rapport à l'évolution logique, l'évolution native, pas native, l'évolution courante des dépenses de fonctionnement à 563,3 millions d'euros. Or, l'État lui demande à la collectivité de ne pas augmenter de plus de 1,2%. Et 1,2%, ça ferait 556,6 millions, ce qui crée une différence d'environ 6,5 millions, 6,8 millions, 6,7 millions, voilà, je vais y arriver. Donc ça crée une distorsion entre les attendus et le produit logique. Et la personne s'appelle Brigitte Klinkert. C'est là, non. Doit-on diminuer les dépenses pour les aînés, les collèges, les personnes âgées, interroge la vice-présidente. Celle-ci a même aligné les économies susceptibles d'être faites pour devoir atteindre l'objectif, soit moins 1 million d'euros pour le service départemental d'incendie et de secours, c'est-à-dire les pompiers, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui s'occupe de verser le RSA, notamment, non, pour l'autonomie, qui s'occupe de verser les allocations aux personnes dépendantes, la fameuse APA, ainsi que d'autres dépenses. Il resterait cependant 2,1 millions de dépassements par rapport à l'objectif assigné par l'État. Alors, Kylian me dit que je dis non, je dis n'importe quoi. Les 556 millions pour cette année, les 563 c'est l'année prochaine. Mais du coup, entre les deux, c'est une hausse de plus de 1,2%. Donc le contrat ne peut pas être respecté. Ok, très bien. Et donc il y a quand même une distorsion entre les attendus de l'État et la réalité du conseil départemental telle que présentée par Brigitte Klinkert, la présidente de cette collectivité. Alors à noter qu'évidemment c'est très politique. Les départements sont sur la sellette depuis
La collectivité département est sur la sellette depuis quelques années. À l'époque de la réforme territoriale de 2013, je crois, qui a vu les régions fusionner, il avait été un temps imaginé que les départements soient fusionnés dans les régions, et non pas les régions fusionnées entre elles. Et avec disparition des régions. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il était question également que les départements disparaissent dans les régions, n'importe quoi. Les départements disparaissent là où il y avait une métropole, de façon à ce que la métropole, entre guillemets, arrose son territoire et gère les compétences du département, de même que les intercommunalités, localement, sur tout le territoire, s'occupent des compétences du département. Voire même que certaines soient rattachées à la région, si ça a du sens. Genre le Bas-Rhin fusionnerait avec Strasbourg, par exemple, Kylian, absolument. 2015, les régions. 2015, c'est la première élection régionale, mais c'est en 2015 qu'il y a eu la fusion, du coup. Ça a été appliqué en 2015, mais... Ok. Ils ont dû commencer à en parler avant. On va avancer un peu parce que il y a beaucoup d'actualités ce lundi matin. L'exécutif, donc le gouvernement, a réitéré sa demande que l'État retire du plafonnement le surcoût des mineurs non accompagnés, qui s'élève à 3 millions en 2018. Les mineurs non accompagnés, ce sont les réfugiés, les mineurs qui viennent de l'étranger, qui sont non accompagnés par leurs parents. Oui, t'as raison, l'exécutif local, départemental donc, a réitéré sa demande que l'État retire du plafonnement le surcoût des mineurs non accompagnés qui s'élève à 3 millions d'euros en 2018. Nous n'avons pas d'accord clair avec l'État, c'est dommage d'en arriver là, nous ne pouvons pas faire autrement que de refuser la contractualisation. Notre dépassement de 2,1 millions fera en sorte que l'État nous ponctionnera la même somme de la dotation globale de fonctionnement. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est l'argent que donne l'État à la collectivité pour accomplir des missions dont les compétences sont propres au département. En fait, les compétences gérées par le département, ce sont des compétences qui ont été données par l'État. Et donc l'État donne de l'argent, lié aux impôts évidemment, qui permettent à la collectivité de réaliser ses compétences, de réaliser ses missions en fait, qui ont été confiées par l'État. Et donc c'est la double peine, explique Lara Million, vice-présidente chargée des finances. Le conseil départemental du Bas-Rhin l'examinera ce lundi en séance plénière. Avis de la rédaction de cette émission, avec l'idée de fusion des deux départements Bas-Rhin-Haut-Rhin. Il y avait déjà eu un référendum qui avait échoué de peu il y a quelques années. Il est fort probable que le Bas-Rhin fasse la même chose que le Haut-Rhin, à savoir refuse le contrat, et qu'il se soit accordé à l'avance pour le refuser. Merci Zoldru pour cette question de qualité. 8h33 et 45 secondes. Alors c'est de la discrimination. 8h33 minutes et 50 secondes. Voilà, il n'y a pas de raison que les minutes ne soient pas citées. En 2013, mais c'était fusion Bas-Rhin, Haut-Rhin et région Alsace. Mais c'était pas la même époque. Ah, c'était il y a 5 ans du coup, c'était pas la même époque, effectivement. Alors qu'une alerte, une victoire d'Erdogan, difficile à digérer pour l'opposition, très bien. Actualité internationale, après l'Aquarius, le Lifeline, 8h34 et 12 secondes. Encore une fois, je ne parle pas des minutes. Comme disait ça commence bizarrement. Comme disait l'homme politique et historien athénien Thucydide, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Mano l'a dit aussi dans son temps. Référence au breton. Samedi dernier, nous l'aura encore prouvé, une semaine après l'Aquarius, ce bateau avec 569 migrants, dont on avait parlé évidemment dans la matinale de la semaine dernière, refusé par Malte et l'Italie, finalement accueilli par l'Espagne, c'est désormais le Lifeline et ses 230 migrants bloqués au large de Malte en pleine mer. Le navire humanitaire appartient à une organisation allemande et est menacé de mise sous séquestre par l'Italie. Une ONG allemande pour être précis. Il attend depuis samedi une solution diplomatique et un approvisionnement pour ses passagers alors qu'un protocole bien établi existe dans ce genre de situation. Il a été refusé également par l'Italie et par Malte comme c'était arrivé pour l'Aquarius. Alors pour la porte-parole de SOS Méditerranée, samedi 23 juin, qui était sur nos confrères de France Info,
Le ministre de l'Intérieur italien a fait ce qu'il a promis de faire, c'est-à-dire entraver le travail des ONG humanitaires en Méditerranée, explique Sophie Rahal. Le centre de coordination et de sauvetage donne les instructions et dit où se trouvent les bateaux en détresse. Il coordonne les opérations de sauvetage et est ensuite en charge de désigner un port sûr où nous pouvons débarquer les rescapés, décrypte Sophie Rahal. Alors que le lendemain se tient un mini-sommet européen, donc ça s'est passé hier, on en parle juste après, sur la question migratoire, le porte-parole de l'ONG rapporte que SOS Méditerranée suit scrupuleusement les instructions du MRCC. Centre de coordination et de sauvetage est placé à Rome au passage. Je dis ça, je dis rien. Merci Kylian pour cette précision. Le MRCC, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le centre de coordination et de sauvetage, d'accord, très bien. Et pense que toute autre ONG fait la même chose parce que c'est la procédure. C'est tout à fait réglementé, poursuit Sophie Rahal. Là où il y a un problème, c'est que c'est normalement à cet organisme de nous assigner un port sûr. Il ne l'a pas fait pour le cas de l'Aquarius, il y a 2 semaines, et c'est visiblement ce qui est en train de se passer à nouveau. Il faudra encore savoir si c'est bien le MRCC, Centre de coordination et de sauvetage italien, qui a bien coordonné ce sauvetage, détaille-t-elle. Sophie Rahal revient ensuite sur les propos du ministre de l'Intérieur italien et ses accusations, selon lesquelles les ONG procéderaient n'importe comment et pénétreraient les eaux libyennes. J'ai envie de dire qu'il y a une mauvaise foi. Alors effectivement, Kylian s'est mis entre parenthèses, mais s'est mis entre parenthèses sur la deuxième désignation du MRCC, pas sur la première. Du coup, compliqué. Donc maintenant, tous les bateaux d'ONG vont créer des classes diplomatiques en demandant à l'Italie de débarquer. Peut-être que c'est ce qu'ils faisaient jusque-là sans avoir posé de problème en fait. Est-ce que c'est pas une bonne raison, une bonne occasion, selon le point de vue qu'on peut adopter sur la situation, de mettre en lumière ces enjeux? Toujours pareil, est-ce qu'on est sur de la communication? Est-ce que les ONG savent pertinemment ce qui va se passer et le font quand même de façon à créer de la communication autour de la situation? Chacun se fera sa propre opinion. Il y a eu une autre polémique en Italie sur le ministre, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur qui a parlé des Roms la semaine dernière et qui a créé une grosse polémique, mais je me suis dit que je n'avais pas traité ce sujet puisque les petites phrases, qu'elles soient françaises ou européennes ou internationales, n'avaient pas de la place dans cette matinale. Donc, voilà, le lifeline après l'Aquarius. Comment va réagir la France? Comment va réagir l'Espagne? En braquant les fachos, ça ne peut qu'enfoncer un peu plus l'Italie, même si pour les objectifs des ONG, c'est objectivement la meilleure chose à faire. Non mais c'est clairement une situation compliquée. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que des méchants d'un côté et que des gentils de l'autre, même si, voilà, ces migrants, on l'a parce qu'on a besoin de déstabiliser leur région, du coup c'est délicat. Ces migrants sont là parce qu'on a besoin de déstabiliser leur région. Je comprends pas ce que tu veux dire, lapin singe. Dans ce genre d'embarcation, c'est plutôt des migrants qui sont récupérés dans des barques de fortune qui sont en train de couler dans la Méditerranée en fait. Donc je ne comprends pas où tu veux en venir. Mais peut-être n'ai-je pas tout compris de ton propos. On va être en retard, Ouais, mais ils viennent d'où? De plein d'endroits différents. C'est une fois sur le territoire européen qu'on sait d'où ils viennent exactement. Et c'était tout l'enjeu autour des migrants à Valence, sur savoir est-ce qu'ils venaient demander le droit d'asile, est-ce qu'ils venaient, est-ce que c'était des migrants économiques, est-ce que... Il y a plein d'enjeux différents. Est-ce qu'ils fuient la misère, est-ce qu'ils fuient la guerre, est-ce qu'ils fuient... Voilà. Ces migrants sont là parce que non seulement ils vivent dans un coin qu'ont l'Europe à pied pendant un siècle, et maintenant le changement climatique est en train de rendre leur pays d'origine inhabitable. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des migrants, effectivement, Charles Maurice. Donc il y a effectivement eu un mini-sommet européen sur la question migratoire hier. La crise migratoire divise en Europe, ça vous avez remarqué évidemment, avec l'arrivée au pouvoir de nationalistes anti-immigration d'Italie, en Hongrie et en Autriche. La tension monte entre les États européens. Hier soir se tenait un sommet qui s'est terminé à 20 h
À la sortie de celui-ci, aucun communiqué commun ni de mesures concrètes. À l'issue, Angela Merkel s'est félicitée de la bonne volonté et des positions communes affichées. Elle a souhaité que des accords bilatéraux puissent être conclus quand les solutions européennes sont impossibles pour résoudre la crise migratoire. Elle a également affirmé que des migrants ne pouvaient choisir le pays où demander l'asile. Le Premier ministre espagnol explique pour sa part que la réunion montrait qu'il y avait plus de points communs que de désaccords, mais pas de conclusion commune pour autant. L'Italie, de son côté, a présenté une liste de propositions pour répondre au flux de migrants dans laquelle elle préconise des centres de protection internationaux dans les pays de transit et prône davantage de financement pour aider les États d'Afrique qui combattent l'immigration illégale. Le chef du gouvernement italien s'est dit satisfait et donne rendez-vous jeudi au Conseil européen. Emmanuel Macron a de son côté indiqué que la réunion avait été utile. Beaucoup de choses ont été faites et qui ont permis d'avoir des résultats, assuré le président. Cette réunion a permis d'évacuer les solutions qui n'étaient pas conformes à nos valeurs, a-t-il ajouté en reconnaissant qu'il restait beaucoup de travail. Aucune décision concrète n'a été avancée. Le président français a avancé comme la chancelière des accords bilatéraux plutôt que des solutions communes aux 28. Un des gros enjeux était de préparer notamment le Conseil européen qui aura donc lieu jeudi et vendredi prochain, histoire de calmer un petit peu les tensions qu'il y a actuellement entre les différents pays européens, notamment entre la France et l'Italie. Et bonjour, Dishmeten. Voilà, donc à suivre la situation européenne des migrants. On en saura plus normalement d'ici la fin de la semaine. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles tensions entre la France et l'Italie? Est-ce que le Lifeline va raviver ces tensions? Est-ce que le Conseil européen va apporter des solutions? Nous le saurons lundi prochain dans la matinale d'Acropolis, évidemment. Et évidemment, le gros sujet d'actualité internationale hier, c'était les élections législatives et l'élection présidentielle en Turquie. Les Turcs ont été appelés à voter hier à une élection présidentielle et à des élections législatives anticipées d'1 an et demi sur leur calendrier initial. Premier tour sous haute tension puisque le vainqueur se verra doté de pouvoirs renforcés après la révision constitutionnelle adoptée par référendum l'année dernière. Un référendum qui avait déjà été controversé. Avec ce scrutin, l'opposition espère enfin déloger le chef de l'État accusé de dérive autoritaire et au pouvoir depuis 15 ans, Recep Tayyip Erdogan. D'abord en tant que Premier ministre, puis en tant que président depuis 2014. Si le président sortant semblait jusqu'alors indétrônable, il affiche cependant quelques faiblesses. Sa courte victoire au référendum constitutionnel montre tout d'abord un vote solide de l'opposition, qui peut être qualifié de vote anti-Erdogan, explique Asli Aydin Tasba, je ne sais pas comment ça se prononce, experte au Conseil européen des relations internationales à nos confrères de l'AFP. Voilà qui annonce un scrutin serré, l'opposition a opté pour l'union des forces. Si chaque formation politique qui a bien présenté son propre candidat, la plupart se sont déjà accordés pour soutenir celui qui arriverait à un éventuel second tour face au chef d'État sortant le 8 juillet prochain. Résultat, pour la première fois depuis de nombreuses années, l'opposition est parvenue à orienter le débat pendant la campagne. Cela a par exemple conduit Erdogan à promettre, après que d'autres candidats l'aient fait, la levée de l'état d'urgence en vigueur depuis le putsch manqué. Erdogan avait annoncé que la présidentielle et législative, prévue initialement le 3 novembre 2019, serait avancée au 24 juin 2018. Changement de programme qui forçait à mener une campagne éclair et qui, selon les spécialistes, permettait d'esquiver l'entame d'une crise économique annoncée. La mainmise du gouvernement sur les médias lui assurait également une jolie promotion. Cela n'a cependant pas suffi, les partis d'opposition ayant misé en grande partie sur les réseaux sociaux pour se faire entendre. Erdogan a revendiqué la victoire des 22h hier soir. Il aurait emporté au premier tour avec 52% des voix, tandis que 30% des voix sont allées vers son premier opposant, INSE, pareil je ne connais pas la prononciation, j'en suis navré, qui a fait le plein de voix sur la côte ouest, à Izmir notamment, ainsi qu'à Istanbul, et 8% vers Dermitas pour le parti kurde, qui a fait le plein à l'est du pays. Les résultats n'étaient officiels que ce matin à 1h40 par la commission électorale. Alors évidemment, des tentatives de fraude selon l'opposition, plus de 56 millions d'électeurs. Alors là, c'est le problème d'avoir plusieurs rédacteurs, la formulation est étrange. Le principal parti d'opposition turc, le CHP, a dénoncé dimanche des tentatives de fraude, de bourrage d'urnes, de destruction de bulletins de vote pour les opposants et d'intimidation dans les bureaux de vote. Et fait important qui s'est déroulé hier également, une sénatrice du Parti communiste ainsi que 2 militants du Parti communiste français ont été interpellés alors qu'ils étaient venus en Turquie pour faire de l'observation d'élections, à la demande
du parti d'opposition principal turc, le HDP. La délégation du PCF qui séjourne en Turquie à Agri comme observateur des élections présidentielles et législatives a été arrêtée et ses membres ont comparu ce dimanche matin devant le procureur de la République, affirme le parti. La délégation du Parti communiste se compose de Christine Pruneau, sénatrice des Côtes-d'Armor, Ulia Turan, secrétaire départementale du Bas-Rhin, et Pascal Thor, membre du secteur des relations internationales du PCF. Relâchés à la fin du scrutin, sur les informations d'Europe 1, les 3 Français arrêtés ont été entendus par le procureur au commissariat d'Agri avant d'être relâchés et invités à rester à leur hôtel par le consulat de France en fin d'après-midi. Nous avons été arrêtés à 10h30 et retenus à la gendarmerie jusqu'à 17h à la fin des opérations de vote. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de poursuite contre nous car notre présence n'était pas délictuelle. La délégation s'était rendue dans 2 bureaux de vote et revenait en ville quand elle a été interpellée. Donc voilà, en gros, le Parti communiste a été, enfin les représentants du Parti communiste français, comme certainement d'autres personnes et d'autres partis dans d'autres régions du monde qui sont venus faire de l'observation en Turquie, ont été mis de côté pendant les élections et ont été relâchés juste après. Pourquoi les ONG débarquent en Europe? Il n'y a pas des pays en Afrique. Alors c'est un gros sujet, on y revient après. C'est marqué en bas des Italiens et autres Européens. Alors merci Kylian. Comme on est un petit peu en retard, je vais passer un peu vite, on y reviendra éventuellement après si vous voulez qu'on approfondisse le sujet. Mais il est déjà 8h46 et 55 secondes, et il va être temps de passer à la chronique 8h45 dans le monde. Alors, je vais préparer tout ça. Je vais mettre le logo qui va bien. Ah mais je suis pas du tout prêt en fait. Terrible. Je vais me faire engueuler par Clément. Voilà. Tout ce que je mets, lui il se dépêche pour être prêt à l'heure et moi je suis pas au taquet du coup. Terrible. Alors faisons ça. Un magicien n'est jamais en retard ni en avance d'ailleurs. Si tu entends un souffle dans le micro, c'est pas un problème technique, c'est moi qui essaye de respirer. Ah, est-ce que tu es malade, mon cher Clément? Oh, tu nous as préparé de jolies images pour aujourd'hui. Est-ce que ces images peuvent se télécharger, s'il vous plaît? Ce serait gentil. Hop. Tac. Tac. Paf, ça se prépare, hein, ça va être bien, c'est... Hop. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Le stream est pro. Hop. On fait ça. On fait ça. Et on dit bonjour Clément. Eh bonjour. Comment vas-tu en cette belle matinée? Eh bien écoute, j'ai la tête qui tourne et je suis un peu essoufflé, mais ça va. As-tu réussi à placer tes enfants à l'école comme il se doit? Oui, en courant pour être à l'heure. Contrairement à moi. J'ai déplacé mon quintal dans mon village, comme ça, là, tout sûr. Habile. Est-ce qu'on m'entend? Je pense qu'on t'entend, moi je t'entends bien en tout cas, je ne sais pas si le chat t'entend. Chat, si tu m'entends, tape 2 coups. Alors d'après Kylian, oui, ça va très bien. D'après Selnemar, on est sur du oui. Alcanoïde nous dit oui, on t'entend. MMU dit oui, le son est bon. Tap. Et Neverline qui dit et bonjour Neverline. Il nous aura fallu 8 ou 9 chroniques pour y arriver à avoir le son dès le départ. Incroyable, hein. Et il faut pas perdre espoir. C'est un signe d'espoir, je pense, pour l'humanité. C'est important. Ouais. J'ai pas mis le logo, c'est terrible. Alors Clément, si on devait juger de l'état de santé de l'humanité, de sa santé présente, de sa santé à venir, de sa santé morale et physique, on pourrait probablement s'intéresser au traitement que nous réservons à l'enfance. Edgar Morin, philosophe français, se demandait il y a quelques années sur Twitter « Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Quels enfants allons-nous laisser à notre planète ?» La question était intéressante et tu vas donc évoquer le sort des enfants dans le monde
monde qu'ils seront amenés à construire avec les fondations culturelles, éducatives, affectives que nous, désormais adultes, malgré les apparences, leur auront transmises. Alors cette semaine, tu nous parleras donc des enfants dans le monde avec les événements récents. Il y a de quoi faire, sûrement trop pour une seule chronique, qui j'imagine ne pourra pas être exhaustive. Non, effectivement, comme j'ai pas pu faire une seule chronique pour parler d'environnement, j'ai dû séparer les questions liées à la déforestation, aux fleuves, à l'impact du tourisme de masse. Je devrais faire la même chose pour évoquer les situations actuelles des enfants en bas âge ou adolescents auxquels ils ont à faire face dans le monde. Mais bon, malgré le temps qui nous presse aujourd'hui, étant donné que tu as également commencé 5 minutes plus tard, c'est possible. Je pense qu'il faut quand même faire un petit rappel historique de la protection de l'enfance. Alors, c'est pas quelque chose de naturel, d'inné dans l'histoire de l'humanité, de protéger les enfants. En Europe, il a fallu attendre le IVe siècle pour avoir un début de protection de l'enfance. Si l'empereur Constantin n'interdit pas l'infanticide ou l'esclavage des enfants abandonnés, chose courante à l'époque, il décide d'aider les familles indigentes pour qu'elles n'aient pas à se séparer de leurs enfants. Il faut attendre le 8e siècle, donc 4 siècles plus tard, pour voir s'ouvrir à Milan un premier petit orphelinat. Pour les autres, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions que la mort ou l'adoption pour l'esclavage. Charmant. Charmant. Au fil des siècles, les initiatives et les expériences sont multipliées, se généralisent, s'améliorent. L'hôpital des enfants trouvés de Paris accueillera près de 400 000 enfants entre 1640 et la Révolution 1789. Le nombre d'enfants abandonnés est si important, et très important, et en France, si l'on s'occupe d'eux, on essaie également d'aider les familles financièrement pour limiter ces abandons. Cela amène à de nombreux débats au XIXe siècle. Effectivement, cela coûte un pognon de fou, alors qu'on n'est pas sûr qu'aider les familles pauvres soit efficace, que cela limite le nombre d'abandons. Cela pourrait peut-être même être déresponsabilisant. Un discours qui, heureusement, a bien évolué depuis. Mais c'est bien au XVIIIe et XIXe siècle que les différents pays d'Europe font des avancées. Alors malgré quelques bagnes pour enfants, pour les remettre dans le droit chemin, les États européens promulguent des textes pour garantir la protection des enfants. Et même la protection des enfants contre la maltraitance de leurs parents en 1889 en France. Donc à partir de cette époque, les orphelinats reçoivent non seulement des enfants en bas âge, des nouveau-nés juste abandonnés, mais aussi des enfants plus âgés, juste retirés à leur famille et pouvant avoir des difficultés à surmonter cette épreuve. Mais bon an mal an, les nations continuent à avancer sur le droit des enfants et finissent par aboutir 100 ans plus tard, le 20 novembre 1989. Alors pour donner un contexte plus historique, je dirais que c'est quelques jours avant de fêter mon premier anniversaire. À la convention. Je te remercie, c'est pas exactement maintenant, mais on y arrive. Presque. À la convention relative aux droits de l'enfant qui propose de défendre 4 grands principes. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre, se développer, le respect des opinions de l'enfant, et qui se décline en 54 droits. Alors, je vais pas tous les citer, mais je vais quand même faire une petite liste à la Prévert, parce que c'est important de les rappeler avant qu'on avance plus dans le sujet. Donc, il y a le droit d'avoir une identité, une nationalité, le droit d'être soigné, d'avoir une nourriture suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation, le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, le droit de ne pas faire la guerre ni de la subir, le droit d'avoir un refuge, d'être secouru et d'avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation, le droit d'avoir une famille, d'être entouré et d'être aimé. Alors toutefois, les États-Unis sont le seul pays du monde à ne pas avoir ratifié cette convention. Donc, je pense qu'on peut le voir sur la petite carte qui doit suivre à la régie, j'imagine. Magnifique. Ce qui est intéressant, c'est que Barack Obama trouvait ça hyper embarrassant pour les États-Unis en 2008, pendant la campagne, que les États-Unis ne fassent pas partie de cette convention, et il n'a pas du tout changé la donne durant ses 8 années de mandat. Du coup, c'est embarrassant, mais on ne fait rien. Après, il y a peut-être des enjeux qu'on ne maîtrise pas sur le sujet. Il y a des questions de Sénat et tout ça, mais ça reste quand même le seul pays au monde qui ne le ratifie pas. En avril 2017, Trump, puisqu'on est aux USA maintenant, on va parler du prochain président. Donc en avril 2017, Trump disait que les images de ces beautiful babies, ces bébés mignons, gazés en Syrie étaient inacceptables et motivaient des bombardements.
parce que cela avait eu un impact sur lui. Parce que Trump, pour agir, il faut qu'il voit des images d'enfants et de petits chatons. C'est ce qui le fait réagir. Un an plus tard, il ne voyait plus de beautiful babies, de bébés trop mignons, quand il s'agissait de séparer les nouveau-nés de leurs parents, des enfants en bas âge, et de les mettre en cage. En quelques semaines, c'était près de 2000 enfants migrants, donc là sur les dernières semaines qui se sont passées, qui ont été séparés de force de leurs parents à la frontière américaine et placés dans des cages où leurs appels désespérés, qui ne rencontraient que les sarcasmes de matons dépassés par la situation ou manquant simplement d'humanité, ne trouvaient pas leurs parents. Il y a des images assez horribles où il y a des gardiens de prison qui se moquent des enfants en disant « Ah, quelle chorale !» en voyant ces enfants pleurer. Donc il y a vraiment un gros décalage entre les besoins de ces gamins et ce qui leur a été proposé à la frontière. Alors le directeur de campagne de Trump, un alt-right, désolé de le dire, réagissait d'ailleurs dans une interview à un commentaire sur une enfant porteuse de trisomie 21 séparée de ses enfants en faisant « ouin ouin », considérant son opposant comme un bisounours pour avoir osé évoquer la question. Donc on est dans un niveau d'humanité assez bas. Je pense qu'il faut creuser quand même un petit peu pour trouver la part d'humanité. Mais bon, cela me permet de revenir sur une sorte de fake news qui est sortie. Certains prétendaient que oui, mais Obama, il a fait la même chose avec les gamins en cage. Alors pas du tout en fait. Dans l'horreur, il y a une échelle quand même. Même si Obama a expulsé 2,5 millions de migrants en 8 ans, il mettait dans ces centres dégueulasses des ados non accompagnés. Il n'arrachait pas de force des enfants en bas âge, pour certains, à leurs parents. Donc c'était des enfants non accompagnés qui restaient là avant d'être réorientés ailleurs. En fin de compte, Trump a dû voir une belle photo de Beautiful Baby et il est revenu sur ce décret. Il ne séparera plus les familles, il les mettra en prison, ensemble, comme en France, où l'on comptait 117 enfants migrants incarcérés avec leurs parents, selon la CIMAD. La CIMAD, rappelle ce que c'est, s'il te plaît. Alors, je ne pourrais pas te le dire comme ça, je vais le googler rapidement. Très bien, je pouvais le faire également si tu le souhaitais, mais... Je sens que je suis plus rapide. La CIMAD est une association de loi de 1901 de solidarité active et de soutien politique aux migrants, aux réfugiés et aux déplacés, aux demandeurs d'asile et à tous les individus en situation irrégulière. C'est une sorte d'Amnesty International de Human Rights Watch français, créé en 1939. Merci beaucoup. Et de rien. Un bonjour à Intel Tom, et Zoldru te fait remarquer que, attention, tu vas être encore taxé d'incitation au meurtre. Toujours. C'est un petit running gag que je vais essayer d'avoir. Donc, ces pratiques vont à l'encontre de l'article 37. Désolé de faire un tout petit peu droit rapidement. Donc, ces pratiques vont à l'encontre de l'article 37 en général et de l'alinéa 9 en particulier de la Convention relative aux droits de l'enfant. Je pense que tu as oublié un paragraphe de ton texte. Je sais pas si c'est volontaire. C'est que je voulais aller plus vite et que j'ai effectivement loupé un paragraphe de mon texte. Alors, je vais revenir en arrière. On va dire qu'il ne s'est rien passé. On va dire que tu m'as pas demandé ce que ça voulait dire la CIMAD et que je n'étais pas perdu. Donc, je disais que Trump allait incarcérer les enfants avec leurs parents maintenant, comme en France. Et nous allions quitter les USA rapidement pour parler de la Thaïlande, où la loi permet par contre de détenir de manière illimitée les réfugiés, enfants inclus. Il s'agit pour beaucoup en Thaïlande de Rohingyas, de Birmanie, d'Ouïghours de Chine, de Pakistanais et de Somaliens, dans des conditions où les détenus doivent parfois dormir debout, faute de place. On a aussi l'Indonésie, la Malaisie et le Mexique, qui sont reconnus comme des pays pratiquant la détention de manière massive d'enfants. Alors au Mexique, parce qu'on pense souvent le Mexique comme un pays d'émigration, c'est aussi un pays d'immigration. Il s'agit de réfugiés fuyant la violence endémique au Guatemala, au Honduras ou au Salvador. Donc pour eux, la violence existante au Mexique est beaucoup moins importante que celle présente dans leur pays. Donc ces pratiques d'enfermement vont à l'encontre de l'article 37 et de l'alinéa 9, en particulier de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui stipule « Nul enfant ne doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Et il y a une deuxième partie qui dit « Ni la peine capitale, ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de 18 ans ou moins. » Donc pour la deuxième partie de cet alinéa, les USA, comme d'autres dans le monde, se sont illustrés pour le non-respect de ces droits. L'emprisonnement irrémédiable, injuste des enfants est une pratique usuelle dans le monde, également en Occident.
Jusque dans les années 2000, les USA condamnaient encore à mort ou à perpétuité des mineurs. En 2010, près de 6000 mineurs étaient en prison aux États-Unis pour des actes assez bénins, comme des fugues, une alcoolisation illégale, un irrespect du couvre-feu, des petites arnaques ou ce qu'on appelle une incorrigibilité. Bien sûr, il n'y a pas que les USA dans le monde, et ratifier la Convention relative aux droits de l'homme, aux droits des enfants, n'apporte aucune garantie de son respect. En 2015, 160 personnes étaient dans le couloir de la mort en Iran pour des faits commis avant leurs 18 ans. En 2010, des enfants ont rejoint ou étaient également dans le couloir de la mort dans différents pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, comme l'Égypte, l'Iran, les Maldives, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, le Sri Lanka, le Soudan, le Yémen ou le Nigeria. Les enfants peuvent être condamnés à perpétuité dans 73 pays, dont 49 sont membres du Commonwealth, sous la couronne bienveillante de la reine Elisabeth. Le Commonwealth, c'est un ensemble de pays qui sont liés, qui sont rattachés au Royaume-Uni. C'est ça. Je ne m'abuse. Donc on imaginait une certaine forme de développement, mais pas forcément. Plus ou moins les anciennes colonies de... C'est ça. Et il y a 53 pays dans le Commonwealth. Donc c'est 49 sur 53. Quand même. C'est un taux important. Énorme. C'est ça. Au Cambodge, il y a 10% des détenus condamnés pour usage de drogue, qui sont des enfants. Dans les pays d'Asie et d'Amérique du Sud, des jeunes filles, même victimes de viol, peuvent être emprisonnées pour avoir avorté. Il s'agit notamment du Chili, du Salvador, de l'Équateur, du Pérou ou des Philippines. Donc, voilà la situation ravissante des enfants. Prison, incarcération, privation de liberté qui, on le sait, ont des conséquences néfastes pour le bien-être, le développement et la future santé psychique des enfants concernés. Tu m'étonnes. Alors, on l'a vu, l'un des groupes d'enfants les plus en danger, le groupe des enfants migrants. Alors, les migrants, donc, comme tous les autres enfants, ont le droit d'être secourus. Ça fait partie des droits qui sont défendus dans cette convention. On va parler justement de l'Aquarius, rapidement. Il y avait 140 enfants, dont 123 non accompagnés, qui ont pu admirer la beauté des côtes maltaises, italiennes et françaises, avant de faire 2 à 3 jours de mer en plus avant de rejoindre l'Espagne. Alors, il s'agit d'un navire de secours, qui n'a donc pas vocation à offrir des conditions de croisière, mais ceux-là ont été chanceux, finalement, dans leur malheur, dans leur rejet qu'ils ont subi. On comptait pour 2016 plus de 600 enfants morts noyés dans la Méditerranée. Pour la seule année 2016. C'était en fait de janvier à octobre de 2016, sur ces chiffres. Alors, c'est assez intéressant quand on considère que le gouvernement italien a décidé, la semaine dernière, de bloquer 2 navires de secours pour faire des vérifications apparemment administratives, donc empêchant par là même ces navires d'aller porter secours en Méditerranée. Comme par hasard. Je pense qu'ils auront leur conscience pour eux. C'est important. Donc il vous suffira de regarder la situation des réfugiés dans le monde et en Europe pour comprendre que leur situation est intenable au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant, accès aux soins, à la protection, car non, parquer des milliers de personnes dans des camps légaux ou illégaux, sans force de sécurité, sans soutien adapté, en croisant les doigts pour que ça se passe bien, ce n'est pas protégé. Il y a aussi l'accès à l'éducation, l'accès au loisir. Tout cela, les pays développés s'assoient dessus sur l'autel de l'opinion publique. Comme si les enfants migrants étaient des enfants de seconde zone. La situation est pire dans les pays qui connaissent plus de difficultés. Le travail des enfants est l'une des conséquences directes ou indirectes de la précarité organisée ou pas des réfugiés. La crise de Tanganyika au Congo, crise interethnique inconnue du grand public, qui a vu 1,3 million de personnes être déplacées au sein du pays, dont 800 000 enfants, donc c'est un chiffre assez énorme, rend la situation intenable. Et ça se passe en ce moment, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Ces réfugiés de l'intérieur n'ont pas ou peu d'accès à l'école. Alors des enfants, des adolescents se retrouvent à porter des sacs de sable de 20 kilos pour aider leur famille. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur le sujet des migrants. Les 143 millions de réfugiés climatiques à venir d'ici 2050 nous donneront probablement l'occasion d'en reparler. Sans aucun doute. D'autant qu'il n'y a pas que les migrations qui expliquent les conditions misérables des enfants. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fuit ces enfants quand ils sont migrants? Et qu'est-ce que fuient leurs parents? On connaît la Syrie, on connaît les conséquences du printemps arabe, on a parlé de la violence en Amérique centrale, des violences et discriminations contre les populations musulmanes en Asie de l'Est. Alors je vais juste vous parler de quelques situations, rapidement, trop rapidement probablement. Au Nigeria, où Boko Haram sévit, près de 1000 enfants ont été kidnappés par le groupe depuis 2013.
Et ils utilisent de plus en plus d'enfants comme des bombes humaines. En 2017, c'est 135 enfants qui ont été explosés par ces terroristes, en général sur des places de marché, en déclenchant la bombe à distance. 70% d'entre eux étaient des jeunes filles âgées de 15 ans ou moins, certaines avec un bébé sur le dos. Boko Haram poussait le vice à leur promettre le paradis, forcément, mais également à payer certains de ces enfants. Alors, un salaire proche des 60 centimes d'euros. Grosse C'est rémunération. pour se faire exploser à 15 ans au moins. Ces jeunes femmes qui, si elles n'étaient pas forcées à se faire exploser, n'auraient d'ailleurs d'autre choix que le mariage forcé ou l'esclavage. Ou les deux en même temps, j'imagine. Oui, forcément un petit peu lié. Et rien n'empêche de finir après tout ça par se faire exploser avec un enfant sur le dos. Évidemment. Et Oufou qui nous dit une belle bêtise sur le chat, les migrants se revendiquent souvent mineurs quand ils sont jeunes pour bénéficier des aides alors qu'ils sont majeurs. Humanité, bonjour. Ensuite, votre smartphone ou votre tablette dans votre poche en train de charger contient du cobalt. Pour son extraction au Congo, près de 40 000 enfants, parfois âgés de moins de 10 ans, extraient et transportent des centaines de kilos par jour. Lorsque les grandes entreprises du secteur sont interrogées, donc les constructeurs de smartphones, elles admettent des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, mais rappellent qu'elles transmettent des guides d'éthique à leurs fournisseurs. Alors on les remercie, mais il faut croire que leurs fournisseurs lisent aussi bien ces guides d'éthique que leurs clients ne lisent leurs conditions d'utilisation. Absolument. Ensuite, il y a la malnutrition qui frappe les enfants. Près de 7,5 millions d'enfants sont concernés dans le monde par ce fléau, de manière sévère ou aiguë. L'UNICEF essaie de combattre cette malnutrition avec ses moyens d'organisation internationale, censés être supportés par les États. Et pourtant, elle n'avait comme ambition l'année dernière que de traiter la malnutrition sévère ou aiguë de 3,1 millions d'enfants. Donc tu fais le calcul, il manque 4,4 millions d'enfants dans leur programme d'accès à la nourriture. Alors après, il y a des situations qui deviennent un peu plus folles, excentriques dans ce monde merveilleux. L'entreprise Mastercard a eu une superbe idée cette année. Je t'invite à montrer le lien du... Absolument, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait, très bien. Donc c'est une idée superbement dégueulasse. En partenariat avec le World Food Programme, ils ont promis de payer 10 000 repas à des enfants dans les Caraïbes ou en Amérique latine à chaque fois que Neymar ou Messi marqueraient un but pendant la Coupe du Monde. Ils se sont donc fait une pub sur le dos de la famine et ont conditionné leur aide à des buts marqués dans des matchs de foot. Quelque chose qui est mal passé sur Internet, mais qui ne les a pas fait retirer leur pub pour autant, étant donné que le tweet que tu montres actuellement est toujours disponible sur leur compte. Absolument. Tweeté le 31 mai, il est toujours là. C'est ça. Alors Sylvain, je sais que tu suis la Coupe du Monde, et donc tu noteras également le cynisme d'avoir choisi des buts de Messi plutôt que ceux de Ronaldo ou de Harry Kane. En effet. Habile choix. Habile choix. Alors ensuite, j'évoquerai encore rapidement, trop rapidement toujours, les centaines d'enfants morts dans le monde entier ces dernières années dans des attaques contre les écoles. Il y en a eu en Afrique, en Asie, en Amérique. Rares sont les régions du monde qui soient vraiment épargnées. En Europe, on a des petites attaques ici et là, mais ça reste encore gérable. Qu'elles soient menées par des talibans, des fous armés proches des milieux d'extrême droite, à qui l'on retrace plus souvent le profil psychologique et leur enfance difficile qu'aux terroristes se réclamant de l'islam, ou que ce soit à cause d'autres porteurs d'armes automatiques et d'explosifs, l'incapacité des gouvernements à protéger les écoliers est peut-être tout aussi inquiétante que la haine, la stupidité et l'inhumanité crasse qui animent ceux qui appuient sur la gâchette. Donc une chronique de 15 minutes, non? De bonnes nouvelles dans le monde, juste avant les grandes vacances des enfants, c'est ça. Donc je finirai juste cette chronique en complétant cette belle citation d'Edgar Morin, avec laquelle tu as ouvert cette chronique, en disant « Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Et surtout, qu'est-ce qu'on leur met sur la gueule à la planète et aux enfants ?» Une conclusion pleine d'optimisme. Toujours. C'est important. Eh bien, merci beaucoup Clément pour ce point sur la situation des enfants. Évidemment un point trop court, mais on n'a pas beaucoup plus de temps pour le faire aujourd'hui.
Mais c'est assez éclairant sur la situation actuelle des enfants dans le monde. Eh bien, merci à toi et bonne semaine. Bonne semaine à lundi prochain. Il est 9h10. Et comment ça, c'est pas à l'heure? Mais si, c'est toujours à l'heure, Kylian. C'est le cœur léger que je pars au boulot. Bye bye. Bon courage, Yuki. Alors, il y a eu des gros débats dans le chat sur lesquels je ne reviendrai pas puisque les éléments ne sont pas à ma connaissance. Je n'ai pas d'éléments à rajouter. Nous allons donc passer à 9h10. Oui, c'est ça, Yuki, occupe-toi bien des enfants, c'est important. À 9h10, à la gazette du dernier jour de la fin de la semaine. Que va-t-il se passer cette semaine en France et dans le monde? Alors, on va prendre le logo qui va bien. C'était assez puissant comme chronique, donc il faut que je m'assoie, faut que je reprenne mes esprits. C'était voilà. La gazette du dernier jour de la semaine. Hop, on grandit le logo et on affiche le programme de notre partenaire qui n'est pas au courant de ce partenariat. Lundi, donc aujourd'hui, Édouard Philippe est reçu par son homologue chinois Li Keqiang et le président Xi Jinping à Pékin. Vous savez que Édouard Philippe, le Premier ministre français, est actuellement en Chine, enfin vous le savez ou vous le savez pas d'ailleurs, depuis la fin de semaine dernière pour vendre les mérites de la France, pour vendre les qualités de la France auprès de son partenaire chinois. Il y a notamment une histoire de vente d'avions Airbus dans les tuyaux. Également aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris examine le recours en nullité déposé par Nicolas Sarkozy contre son renvoi en justice, devant la justice pour corruption active et trafic d'influence dans l'affaire de sa campagne électorale. Il y a également un bureau national du Rassemblement national à Nanterre, vous savez l'ancien Front national qui s'appelle désormais Rassemblement national, et ouverture de Sunnyside of the Doc, le festival et marché international des documentaires à La Rochelle, Demain, visite d'Emmanuel Macron, le président français, en visite officielle au Vatican, qui va être reçu par le pape François. Je rappelle que le pape François est chef d'État du Vatican, et c'est à ce titre-là qu'il peut recevoir, qu'il reçoit régulièrement des chefs d'État. Et c'est à cette occasion-là également que Emmanuel Macron va recevoir son titre de... comment on dit je ne sais plus le terme exact, je vais essayer d'éviter de dire une connerie. Il va recevoir son titre de chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran. C'est une tradition pour les présidents français, je ne sais plus de quand ça date, je vais vous dire ça tout de suite. Alors évidemment, le lien sur lequel j'ai cliqué ne marche pas. Blablabla. Le président français recevra très officiellement le titre de chanoine de Latran, consubstantiel à la fonction qu'il occupe depuis mai 2017. Il renoue ainsi avec une tradition remise au goût du jour par René Coty. Mais que ni Georges Pompidou, ni François Mitterrand, ni François Hollande n'ont suivi. Et donc, il est évidemment accusé de piétiner le sacro-saint principe de laïcité. Il faut remonter à Henri IV et les guerres de religion pour en trouver les origines. Depuis, le Vatican confère au chef de l'État français le titre de premier et unique chanoine d'honneur. Cela fait partie du package présidentiel qu'on ne peut refuser, rappelle-t-on à l'Élysée, où l'on fait remarquer que même ceux qui n'ont pas été recevoir leur prix ont eu le titre. C'est comme la Légion d'honneur, on peut être promu sans recevoir officiellement une distinction. Donc voilà, c'est une distinction historique qui est remise par le Vatican au chef d'État français. Après, chaque président français choisit d'aller recevoir le titre ou non. Voilà la petite anecdote de ce matin. Demain, il y aura également Danemark-France, dernier match de poule des Bleus au mondial de football en Russie avec une équipe largement remaniée, nous n'en parlerons pas. Le Conseil constitutionnel examine un recours de Cédric Guéroult, que vous voyez en photo ici, au milieu, sur la troisième colonne,
symbole de la défense des migrants, sur le code d'entrée, de l'entrée et du séjour des étrangers. Cédric Héroux qui avait aidé des réfugiés dans leur périple. Et c'est également la 3e édition du World Nuclear Exhibition à Villepinte. Ça m'a l'air tout à fait sympathique. Mercredi, conférence internationale à Paris sur la situation humanitaire au Yémen. Également reprise du procès de l'assassinat de Kim Jong-nam, demi-frère du dirigeant de la Corée du Nord, à Shah Alam en Malaisie. Jeudi, donc, début du conseil du sommet de l'Union européenne sur le Brexit et les réformes de la zone euro. Emmanuel Macron sera à Bruxelles. Angela Merkel prononcera également son discours annuel de la politique générale devant le Bundestag, le Parlement allemand. Et enfin, journée de mobilisation en France contre la politique gouvernementale à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. À mon avis, il y aura certainement des retraités. Bruno Le Maire ayant déclaré ce week-end que les pensions de réversion, ces pensions qui sont versées aux conjoints survivants dans des couples de retraités, qui devraient probablement, selon les souhaits du gouvernement, être soumis à des conditions de revenus désormais, et non plus systématiques. Vendredi, délibéré du procès en appel de l'affaire Wildenstein, dont les héritiers sont poursuivis pour fraude fiscale à Paris. Début de la 52e édition du Montreux Jazz Festival, et début du 46e Festival international du film de La Rochelle. Samedi, fin de la législature du Parlement irakien, début des 8e de finale de la Coupe du Monde de football en Russie à Kazan et Sochi, et réunion d'athlétisme de la Ligue de Diamant au Stade de France. Un samedi sportif donc. Dimanche, élection législative et présidentielle au Mexique. On en parlera donc lundi prochain. L'Autriche prend la présidence tournante de l'Union européenne. Vous savez que tous les 6 mois, c'est un nouveau pays, un pays différent qui prend la présidence de l'Union européenne. Et ouverture du festival de musique et de théâtre d'été de Salzbourg. Début du grand chelem de tennis de Wimbledon. Je ne sais pas si on dit Wimbledon ou Wimbledon. Selon les sources, c'est divergent. Et départ de la course de voile du Golden Globe depuis les Sables d'Olonne. Oui, l'Autriche, ça va être marrant, on est d'accord, Kylian. On va bien s'amuser. Voilà. Alors, voilà pour cette gazette pour le programme de la semaine. Si je reprends le programme qui m'a été préparé par mon équipe de rédaction de qualité, à 9h17 et 40 secondes, il est temps de passer au programme parlementaire de la semaine. Puisque c'est la dernière semaine de la session ordinaire au Parlement. Et donc à partir de la semaine prochaine, on sera en session extraordinaire qui a été annoncée par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale, mardi en début des QAG ou mercredi, à laquelle on pouvait s'attendre évidemment, mais ça a été annoncé officiellement. Alors, le programme parlementaire de la semaine. Demain, nous aurons, à l'Assemblée nationale pour commencer évidemment, nouvelle lecture du projet de loi modifié par le Sénat renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public. C'est le projet de loi qui a notamment été, dont la symbolique était le fait qu'il y avait le droit à l'erreur pour, par exemple, pour les entreprises. On part du principe que c'est une erreur et pas une fraude dès qu'il y a une anomalie dans la procédure déclaration des impôts, par exemple. Et également, suite de la nouvelle lecture du projet de loi modifié par le Sénat. Ah bah voilà, c'est la même chose. Mercredi, discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire. Vous savez, la commission mixte paritaire qui regroupe le Sénat et l'Assemblée nationale pour tomber d'accord sur un texte commun. Du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Quels moyens on met en œuvre pour les forces armées pour les 7 ans qui viennent, enfin pour les 6 ans à venir après l'année en cours. Et suite du débat sur l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public. Ce pour toute la journée. Et jeudi, nous aurons une niche parlementaire. Alors, une question de Kylian hier qui demandait dans notre conférence de rédaction la niche parlementaire, comment fait-on pour savoir de qui elle vient? Et c'est une excellente question. Oui, et donc je n'ai jamais eu la réponse. Eh bien, c'est une excellente question, mon cher Kylian.
Je ne sais pas. Alors, je suis en train de chercher la réponse. A priori, on serait sur le groupe communiste. Voyons qu'est-ce qu'il y a de proposition. Discussion de la proposition de loi relative au pouvoir d'adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités titulaires du pouvoir de police de la circulation. Création d'une commission d'enquête relative à la lutte contre les groupuscules prônant la violence. Discussion de la proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique. Discussion de la proposition de loi de défense du droit de la propriété en créant un délit d'occupation sans droit ni titre d'un immeuble. Ça ressemble, c'est mon ressenti, ça ressemble aux Républicains. Peut-être à l'UDI, enfin au groupe Agir, peut-être. Évidemment, le site du groupe Les Républicains n'est pas très pratique. Le groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue sur son site internet. Merci. Niche parlementaire, blablabla. Défense, droit de propriété, rémunération des grands patrons, pilotage de la recherche publique. Il y avait déjà une niche républicaine, donc UDI, oui, sûrement. J'ai l'impression. Et il y aura également la suite de la discussion relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. On cherche l'information pour la niche parlementaire, mais c'est vrai que c'est pas clair en termes de communication, c'est pas fifou, hein. Le programme du Sénat cette semaine, suite du projet de loi immigration, droit d'asile et intégration, l'étude de ce projet de loi au Sénat, et demain, explication de vote et proclamation du résultat du vote sur ce projet de loi. Et ensuite, les sénateurs s'attaquent au projet de loi relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, qui a déjà fait beaucoup parler. Et les sénateurs auront une réunion de préparation, de débat autour du Conseil européen de la fin de la semaine. Mercredi, il y aura nomination des 21 membres de une mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins. Je ne savais pas qu'il y avait une pénurie, mais d'accord. Et suite de l'étude du projet de loi des relations commerciales. Ensuite, jeudi, le résultat de la commission mixte paritaire sur la programmation militaire, qui est étudiée donc mercredi à l'Assemblée et jeudi au Sénat. Et suite du débat sur le projet de loi relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Et au CESE, nous aurons la deuxième conférence du CESE mercredi en séance plénière. Voilà. Tant qu'on est dans les actualités parlementaires plus ou moins liées à la politique, je vais finir mon café froid, ce qui est absolument infâme. Un grand merci pour le resub. Youpi, ma soeur s'est foirée à renouveler Amazon Prime, merci grand froid. Ce qui nous permettra d'avoir des subs de grand froid toute l'année, formidable. Merci, un grand merci à ta sœur, on l'embrasse d'ici. Je voulais fermer ça et passer en scène principale de façon à vous parler de ce journal qui s'appelle Le Dranche. Alors au-delà du débat sur la PMA qui est important, je vais essayer de centrer le texte, voilà. Le journal Le Dranche, dont on vous a déjà parlé 45 fois sur Acropolis, mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas, c'est un journal qui est distribué dans tous les lycées, dans toutes les facs d'Île-de-France, auquel on peut s'abonner. Vous avez un site internet qui va avec. Alors c'est des copains, évidemment, un journal dont l'intérêt est de présenter pour chaque sujet important, chaque sujet qu'ils estiment utile, de présenter un débat avec quelqu'un qui est légitime pour présenter un avis pour, dans ce cas-là, débat sur la PMA, quelqu'un qui est pour la PMA et qui est légitime pour en parler, qui a une expertise, qui a une expérience, qui légitime son avis, et quelqu'un qui est contre, et pareil, qui a une expérience, qui a une expertise et qui est légitime pour parler de ce sujet. Et donc c'est vachement bien fait, le site est très très bien fait, le journal est très très bien fait,
Le papier a de l'avenir, hein, évidemment. Et il y a plein de débats. Il y a un autre débat, par exemple, sur les transports en commun gratuits. C'est un sujet qui me tient à cœur personnellement. Donc c'est vachement bien. Il y a des dessins de presse de qualité. Donc je vous invite à aller sur ledranche.fr, évidemment. Et je voulais vous faire part d'un autre sujet qui est lié aux dranches, c'est ceci. Si vous avez de l'argent de côté, si vous connaissez des gens qui ont de l'argent de côté et qui ont envie de soutenir un projet de la Civic Tech, donc de la citoyenneté, de la technologie, tout ça, le journal de Dranche commence une levée de fonds, et vous invite à devenir actionnaire de ce journal. Vous allez sur lita.co. Vous allez sur lita.co et vous pouvez avoir, vous avez la possibilité à partir de 200 € de devenir actionnaire du journal de Dranche pour l'aider dans son développement, l'accompagner et développer la citoyenneté. Voilà. Petit moment de promotion absolument gratuit. Ce n'est pas un placement de produit, c'est juste une recommandation que je voulais partager. Et au passage, c'est déductible effectivement. Alors je ne connais pas le pourcentage, mais absolument grand froid, c'est déductible. L'expérience est légitime, forcément une opinion. Oublie le « et ». Est-ce que l'expérience légitime forcément une opinion? Alors c'est pas qu'une question d'expérience, Kylian, mais ça permet d'avoir des avis contraires et argumentés en fait. L'idée n'est pas de choisir une opinion, c'est de connaître les arguments des pour et des contre. Et après ça enrichit sa propre opinion. Est-ce que ça peut la confirmer? Est-ce que ça peut la remettre en question? Le but, c'est pas de vous faire changer d'avis, le but, c'est d'avoir les arguments des tenants et des aboutissants de chaque côté, en fait. Et ça me semble être intéressant comme démarche. C'est mon avis. Émission de droite, évidemment, ça n'est pas. Et petite anecdote, le Dranche, pourquoi ça s'appelle le Dranche? Puisque c'est le début du mot droite, le milieu du mot centre et la fin du mot gauche. Hé hé, habile. On n'aurait pas fait mieux comme jeu de mots. Voilà, c'était le moment de publicité pour le journal Le Dranche. N'hésitez pas à vous rendre sur le site, et si vous souhaitez devenir actionnaire de ce débat, de ce journal, de ce débat. Et en plus, vous connaissez le coprésident du Dranche, puisqu'il s'appelle Florent Guignard. Il avait commenté une des émissions lors d'école, quand on était au Salon de l'Éducation en novembre l'année dernière. Grand froid qui demande et les extrêmes dans tout ça, l'extrême gauche est regroupée par la fin du mot gauche et l'extrême droite regroupée par le début du mot droite. Donc les extrêmes sont présents aussi, mon cher grand froid. Voilà. N'hésite pas si tu as d'autres suggestions. Nous passons, comme la semaine dernière, à l'actualité scientifique de la semaine. Rien à voir avec la drache, non, absolument. Il ne pleut pas. On l'a déjà dit tout à l'heure, ça le démarre. Il faudrait l'écrire Dranche avec un E majuscule à la fin, peut-être. À ce moment-là, il faudrait mettre un E majuscule au milieu aussi, pour le centre. Oula, va dire à un mec du PCF qu'il est inclus dans la gauche. Et les écolos. Et il y a l'extrême centre aussi, absolument. Voilà, je vous laisse aller sur ledranche.fr et exprimer vos opinions. Je ne suis pas responsable de ce titre. L'actualité scientifique de la semaine, parce que oui, il y a désormais de l'actualité scientifique toutes les semaines dans cette matinale qui nous est préparée par Emu, que je remercie très chaleureusement de nous avoir préparé ces informations. Et on va commencer par la personnalité de la semaine, la personnalité scientifique de la semaine. Il s'agit. Alors j'ai eu une illustration que je n'ai pas utilisée, c'est terrible. Il y a plusieurs sources que vous retrouverez dans la description de la vidéo sur YouTube, Acropolis Replay évidemment. Et comme j'ai fermé Discord, je ne peux pas récupérer l'illustration que m'a fait parvenir Emu. Et donc je suis un peu dans l'embarras finalement. Il s'agirait de changer mon processus de préparation de cette émission de manière à être plus efficace et plus productif. Voilà. Parce que la productivité, c'est important dans la Startup Nation. Alors, voilà. Il y a déjà... Ok.
Ok, ok, hop. Voici la photo que je vais mettre immédiatement à l'écran. Hop, perdu. C'était pas ça. C'était ça. Je vous présente donc... bah évidemment, si je vous mets l'image et plus le texte. Super. Quel amateur. Je vous présente donc Ingrid Debauchy. Ingrid Debauchy est une mathématicienne et physicienne belge née en 1954. Elle a donc 63 ans. Oui, voilà, vous avez bien calculé. Elle obtient son doctorat de mécanique quantique en 1980, plus particulièrement avec une approche toute nouvelle d'analyse théorique qui permet une meilleure représentation de certains outils mathématiques utilisés pour décrire la mécanique quantique. En 1987, quelle belle année, elle s'installe aux États-Unis où elle continue ses travaux de physique théorique, qui sont plus des mathématiques appliquées à la physique, et est naturalisée américaine en 1996. En 1994, elle devient la première femme à devenir professeure de mathématiques à l'université de Princeton. Ses travaux les plus connus en maths portent sur le traitement du signal, et en particulier sur la transformer en ondelette. C'est une sorte de généralisation plus puissante. Excusez-moi, c'est une sorte de généralisation plus puissante de l'analyse de Fourier pour les connaisseurs. S'il y a des connaisseurs dans le chat. Voilà. Son apport dans ce sujet est aujourd'hui indispensable pour certaines méthodes de compression des données numériques, comme le JPEG 2000. C'est un format de compression d'images proches, mais plus performant que le format JPEG que nous utilisons tous quotidiennement. Vous connaissez le point JPG ou le point JPEG à la fin des images. Ingrid a par exemple créé des fonctions que l'on appelle ondelettes de Debauchy et qui sont utilisées pour des domaines comme l'imagerie médicale, le cinéma numérique, la compression de données et la détection des ondes gravitationnelles. Donc ça a un impact sur à peu près énormément de choses en fait. Alors que The Real Donald J. Trump qui parle Goddamn Scientist. Bienvenue Donald. Merci d'être présent. En 2011, elle est également la première femme nommée à la tête de l'Union mathématique internationale qui s'occupe de nombreux prix de mathématiques, comme la médaille Fields, équivalent du prix Nobel en maths, et obtenue en 2010 par le mathématicien et député Cédric Villani. Durant sa carrière, elle reçoit de très nombreuses distinctions. Elle est élue membre des académies des sciences américaines et françaises. Elle reçoit le statut de docteur honoris causa de nombreuses universités comme l'université Pierre et Marie Curie. En 1997 et en 2005, elle reçoit le prix Ruth Little Sattler qui récompense les mathématiciennes dont les travaux ont été très influents. En 2016, et en honneur de tout le travail qu'elle a accompli, l'Union astronomique internationale donne son nom à un astéroïde. Un peu la classe quand tu as ton nom qui est donné à un astéroïde. Voilà. À quand l'astéroïde Messier? J'ai hâte que ça arrive. Ingrid Debauchy, je ne sais pas comment ça se prononce, a publié 120 articles scientifiques et 5 livres. Elle est considérée comme l'une des plus grandes mathématiciennes du siècle. Et c'est dans la matinale d'Acropolis que vous aurez appris à la connaître. Voilà. Merci pour cette information émue. Cette personne, une personnalité importante et méconnue du grand public. Alors ça, c'était la personnalité de la semaine. On a également l'info santé de la semaine qui nous est proposée toujours par MeUEMU, évidemment. Depuis plusieurs années déjà, les scientifiques se doutent que des virus puissent être à l'origine de la maladie d'Alzheimer, ou qu'ils participent à son évolution, bien que jusqu'ici aucune preuve flagrante n'ait été détectée. L'idée étant qu'une infection des tissus du cerveau causerait leur destruction. Pour rappel, Alzheimer provoque une perte progressive des tissus du cerveau. Elle est la cause principale de démence chez les personnes âgées, et elle crée littéralement des trous dans le cerveau des patients atteints. Ce qui est pas top, hein, globalement. Elle cause une perte des fonctions cérébrales et particulièrement de la mémoire. Une équipe de scientifiques américains étudiant le cerveau de personnes décédées souffrant de la maladie d'Alzheimer a prouvé que ceux-ci étaient porteurs de 2 types d'herpès. L'herpès est une famille de virus dont l'effet le plus courant chez l'humain est une infection de la peau, mais peut aussi causer d'autres problèmes tels que des zonas, des varicelles ou des lymphomes. Des petites choses tout à fait sympathiques. Dans le cas d'Alzheimer, les résultats de cette étude tendent donc à confirmer que des virus, et en particulier d'herpès, participent à cette maladie. Cependant, les résultats de cette étude sont encore contestés car elles ne prouvent pas qu'il y ait une cause directe entre herpès et Alzheimer.
Cette relation de cause à effet est bien réelle. Les scientifiques estiment qu'il serait alors possible d'empêcher ou de ralentir la maladie avec des médicaments antiviraux comme ceux utilisés pour les zonas ou les herpès de la bouche. Ce type de traitement est déjà en phase de test clinique et nous aurons donc plus de données sur ce sujet dans quelques années. Voilà, on est toujours dans la recherche de solutions pour ralentir, voire arrêter l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Et peut-être que la recherche sur les virus de type herpès peuvent aider dans cette démarche. Une information plutôt positive. Donc, ils ont détecté des virus chez les personnes décédées de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? C'est pas encore validé complètement. Alors que Seine-et-Marne a validé un partiel avec Ondelette et Fourier, il ne sait toujours pas comment. Bravo. Très bon résumé, merci Ému. Il y a peu un article intéressant dans les magazines de sciences humaines. Il y a peu un article intéressant dans les magazines de sciences humaines expliquait que beaucoup de cas nommés Alzheimer sont en fait plein d'autres choses. Donc c'est souvent un mot qui regroupe plein de trucs différents. Absolument, Célane. C'est de la vulgarisation finalement. De l'incorrection, de l'imprécision, mais c'est plus dans la sphère sociétale dans laquelle nous vivons. Il vaut mieux dire qu'une personne est touchée par Alzheimer plutôt qu'une personne est touchée par la démence. Même si la démence est un symptôme. Alors arrêtez-moi si j'ai une connerie. La démence c'est plutôt un symptôme, alors qu'Alzheimer c'est plutôt une cause, enfin une pathologie. Oui, la définition est compliquée et change d'année en année. Comme les adultes qui se font passer pour des adultes. Pour des enfants. On dit médiation scientifique, pas vulgarisation maintenant. Pardon, grand froid. Merci de la correction. Et enfin, l'info liquide de la semaine, parce que personne ne m'a arrêté, donc je continue. D'après le rapport de synthèse 2018 des Nations Unies sur l'eau, 2,1 milliards de personnes ne disposent pas d'eau non contaminée, là où elles en ont besoin. Elles sont donc contraints de filtrer l'eau et de se déplacer sur plusieurs kilomètres. Malheureusement, les technologies de filtration sont soit très chères, soit peu efficaces. Une équipe de recherche américaine a mis au point le F-Sand, une substance réutilisable permettant de filtrer l'eau grâce à une combinaison entre du sable fin et des protéines venant de la plante Moringa oleifera, un arbuste poussant dans les régions tropicales. Ce mélange est capable de filtrer des grosses particules présentes dans l'eau et de tuer des micro-organismes trop petits qui passeraient au travers du filtre. Mais chose encore plus extraordinaire, elle est réutilisable. Le principe du F-Sand est d'extraire certaines protéines des graines de Moringa oleifera et de les fixer sur les grains de sable. Ce procédé est très simple à réaliser en laboratoire, mais ce n'est pas encore reproductible sur le terrain. Les chercheurs travaillent sur une amélioration qui serait plus simple à fabriquer pour les populations dans le besoin. Et donc on termine sur cette troisième actualité scientifique qui permet de partir sur une note positive. On a de nouvelles solutions pour traiter l'eau, pour filtrer l'eau, et notamment pour les populations qui en ont le plus besoin et qui sont dans des situations assez compliquées. Oula, attention, vulgarisation n'est pas égale à imprécision. Absolument, stupide économics. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis certainement mal exprimé. Bien pour ça qu'on dit plus vulgarisation d'ailleurs. Mais c'est pas écolo du tout, il y a déjà plein de problèmes avec le sable qui disparaît. Oh. Chaque problème sa solution, mon cher Célan. Le jour où on aura une approche globale des problèmes dans ce monde, de l'eau aura coulé sous les ponts, hein, de l'eau non filtrée. Quel excellent lien. Serait-il 9h39 l'heure de s'intéresser à la programmation de la semaine sur Acropolis? Mais oui, évidemment. Incroyable. Donc, que va-t-il se passer cette semaine sur Acropolis? Prochainement sur Acropolis. Donc évidemment la matinale, vous êtes dessus, donc vous êtes déjà au courant qu'il y a une matinale tous les lundis à 8h, jusqu'à 9h45 désormais. Vous rajoutez un quart d'heure, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, c'est la famille. Demain à 14h30, les QAG,
dernière semaine de la session ordinaire du Parlement, de l'Assemblée nationale. Demain soir à 20h, it's the Économie stupide, et je peux vous annoncer d'ores et déjà en exclusivité pour la matinale le nom de l'invité. Il s'agira de Jeff du Psylab, que vous avez vu notamment, alors soit sur sa chaîne le Psylab évidemment, soit dans la dernière vidéo de Stupid Economics que je vous invite à aller voir également, qui est fort bien, sur l'économie de l'attention. Alors 20h, 22h, c'est l'heure standard, ça devrait commencer à 20h, on ne sait pas à quelle heure ça va se terminer. Mercredi, les QAG, dernière séance de QAG, un mercredi de la saison, puisqu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus qu'une séance de QAG par semaine, et ce sera le mardi. Voilà. Jeudi à 14h30, party time, je peux d'ores et déjà vous annoncer le parti de l'invité, et ce sera le parti animaliste. Voilà, un parti original, et on aura l'occasion de discuter avec un de ses militants pour savoir comment ça fonctionne, comment ça se passe, militer dans un parti aussi atypique, et aux convictions fort étonnantes. Enfin, fort étonnantes. Étonnantes au sens... ah, mais c'est pas possible. Hop. Kylian, je ne lirai pas ce que tu viens d'écrire, je suis choqué et déçu par tes propos. Étonnant au sens... c'est intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'évite les malentendus. Et donc 14h30 jeudi, et jeudi soir, la libre antenne à 21h, comme chaque jeudi. Je vous rappelle également qu'il y aura certainement une surprise cette semaine, donc restez bien sur nos réseaux sociaux, parce qu'il y aura certainement une émission vendredi après-midi. Je ne vous en dis pas plus. Certainement, le taux de probabilité est de 99%. On attend la confirmation définitive, j'espère qu'elle arrivera aujourd'hui. Et je vous rappelle également qu'à partir de vendredi 6 juillet, ici, hop là, je vous le surligne pour bien que vous voyez, donc ça sera vendredi après-midi, samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin, vous aurez 4 émissions. Les horaires, on va les affirmer, les préciser dans les jours qui viennent. Nous serons à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence comme l'an passé. 4 sessions que l'on va commenter. Nous aurons des invités en plateau après ces sessions. On espère avoir des invités très importants, potentiellement très politiques. Et donc nous en saurons plus. Par exemple, je vous donne un exemple. On a failli avoir Pierre Moscovici sur le plateau pour les rencontres économiques. Malheureusement, il sera pas finalement. Il devait venir, mais il ne pourra pas venir aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Du coup, on n'aura pas Pierre Moscovici, mais on aurait pu l'avoir sur le plateau d'Acropolis. Voilà. Qui vient de faire remarquer qu'il n'y a pas de party time jeudi 5. Non, jeudi 5, nous serons dans la voiture pour aller à Aix-en-Provence. Du coup, party time est annoncé au mercredi. D'autant qu'il n'y a pas de QAG, ça tombe vachement bien. Un peu comme une certaine ministre. Non, grand froid, Frédéric Vidal, c'était 5 minutes avant qu'on a appris qu'elle ne serait pas là. Avec de la moquette, non, on n'emmènera pas de moquette, ça le démarre, absolument pas. On emmènera un stagiaire, c'est déjà pas mal. Et un truc qui n'est pas au programme, mardi 26 juin 2018, ce ne sera pas streamé. Encore que je réfléchis à le faire avec mon portable. Demain matin, aux alentours de 11h, 11h30, je sais plus l'heure exacte, 11h40 peut-être, la soutenance de stage de ce cher Raphaël à laquelle nous assisterons avec Jean. On vous racontera ça certainement. Jean vous racontera ça certainement au début de QAG demain après-midi. Voilà, plein d'émissions de qualité, absolument. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup pour vous proposer ce genre de contenu. Je peux pas vous annoncer encore les invités parce qu'on a fait des propositions de noms, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils soient disponibles, il faut qu'ils soient là, etc. Du coup, je peux pas vous donner d'infos, mais si tout va bien, il y a des choses sympas qui se préparent. On essaye aussi de... Non, je peux pas vous en parler de ça, par contre. Ah, terrible. Bref, voici le programme de la semaine. Vous serez comme 2 papas avec le caméscope. Exactement. Et ils sont où tes parents? Ni Vidal, ni Moquette. Absolument ni balle. On a appris aussi que le Premier ministre serait aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors c'est fort peu probable qu'ils viennent sur notre plateau, faut pas se faire d'illusions.
Mais voilà, on le croisera peut-être dans les couloirs de l'université d'Aix-en-Provence. Je vous rappelle que d'ailleurs les rencontres économiques sont ouvertes à tous si vous êtes dans la région d'Aix-en-Provence. N'hésitez pas à vous inscrire, à aller voir les conférences et à venir nous faire un petit coucou. Et à venir prendre l'apéro le soir évidemment, en terrasse à Aix. Voilà. Il me semble qu'on s'approche tout doucement à 9h45 de la fin de cette émission. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose. Je remercie à nouveau grandement Nibal01 pour sa chronique, non pas enfantine, mais sur le sujet de l'enfance à l'échelle mondiale. Je remercie Kylian pour cette rédaction de qualité sur cette émission. Même si je suis passé rapidement sur la fin du sujet sur la Turquie parce qu'il y avait beaucoup d'actualités et qu'on était en retard comme souvent. Je remercie Emu pour ses informations scientifiques qui nous permettent d'avoir une vision de ce qui se passe ailleurs dans le monde scientifique et qui nous concerne vraiment. Tu as réussi les chroniques, l'émission, ta vie, ton avenir, le monde, bravo. Je remercie à vous tous d'avoir été présents dans le chat ce matin, parce que c'était chouettos. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve demain à 14h30 pour les QAG, évidemment. On vous racontera la soutenance de Zoldru. Ça va être sympathique. D'ici là, j'ai envie de vous dire, passez un bon lundi. Passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve évidemment lundi prochain. Et écoutez, je vous embrasse et je vous fais des bisous. Ouais, ça va souvent ensemble en fait, Lydie. À bientôt.